Anne et Antoine sont thérapeutes et formateurs en soins esséniens. Anne et Antoine, que sont donc les soins esséniens? Alors je vais commencer par répondre à cette question parce qu'effectivement les soins sont appelés, ces thérapies sont appelées soins esséniens parce qu'à l'époque essénienne, c'est-à-dire il y a 2000 ans, à l'époque du Maître Jésus, les Esséniens surtout étaient extrêmement connus en tant que thérapeutes. Et on peut dire que toutes les personnes de l'époque, lorsqu'il y avait des choses graves au niveau de la santé, faisaient appel à eux parce qu'ils savaient qu'ils avaient des études qui étaient extrêmement poussées. Les études en soins esséniens ou en thérapie essénienne prenaient au moins 12 ans, à peu près, entre 10 et 12 ans. Et dans ces études-là, il y avait effectivement une connaissance parfaite du corps physique, une connaissance poussée de tous les corps subtils, c'est-à-dire qui montrait que effectivement on n'était pas uniquement un composé de physique. Et puis aussi tout ce qu'on pourrait appeler maintenant la psychologie et aussi les blessures de l'âme ou les souffrances de l'âme. Donc c'était vraiment une prise en compte de l'être global. Au même titre, je pourrais dire que ce qu'on appelle la médecine chinoise, au même titre que la médecine ayurvédique, si ce n'est que la médecine essénienne a été beaucoup moins connue, parce que bon, c'est un enseignement qui était oral essentiellement, et qui appartenait à un groupement qui était sans doute plus restreint, même si Jésus à l'époque a effectivement utilisé ses soins et est allé bien au-delà, bien entendu. Mais pour moi, ça allait même l'être de noblesse que les deux médecines que je viens de nommer, parce que effectivement, ce sont des médecines très poussées. Anne, est-ce que les Esséniens sont à l'origine de ces soins? Alors c'est une question qui est effectivement intéressante parce que bon, on les a appelés soins esséniens parce que les Esséniens les pratiquaient beaucoup et qu'ils étaient connus à l'époque. Mais ces soins sont beaucoup plus anciens. Ce sont des soins qui sont à la fois extrêmement vieux, extrêmement anciens et extrêmement futuristes. Alors je vais vous expliquer. C'est-à-dire que ce sont des soins qui étaient pratiqués aussi à l'époque de l'Égypte. Ces soins-là étaient également pratiqués à l'époque de l'Atlantide, de ce grand continent disparu. Et ces soins avaient été transmis aux Atlantes par des êtres des étoiles. Donc ça peut paraître étrange évidemment de parler de cette façon-là, mais il faut savoir qu'à un moment donné, on s'est aperçu que sur la planète Terre, il y avait beaucoup d'autres groupements, beaucoup d'autres races, qui eux-mêmes pratiquaient des soins qui ressemblaient aux soins esséniens. Par exemple, si je m'adresse à des Indiens Hopi, chez eux, je peux voir qu'il y a des soins qui ressemblent tout à fait à ce qu'on pratique. Certains soins, en tout cas. Chez les Mayas, il y a aussi des soins qui ressemblent. Chez les aborigènes d'Australie aussi. Donc, en fait, on peut trouver dans beaucoup de parties du monde des soins qui ont été transmis sans doute par la même origine et qui, par la suite, ont été retraduits selon l'époque, selon les besoins des personnes et selon aussi leur capacité de comprendre et leur possibilité aussi, leurs moyens. De ce qu'ils avaient à l'époque en tout cas. Donc on peut voir que ce sont des soins qui sont répandus sur la planète Terre, mais dont l'origine est la même. Alors je peux vous dire ça parce que bon, moi j'ai retrouvé ces soins esséniens, parce que lorsque j'ai écrit le livre de mémoire d'Esséniens, il s'est avéré qu'en faisant l'expérience de ce passage dans le temps, cette expérience de voyage astral et ensuite de pénétrer dans les annales akashiques, c'est-à-dire dans la mémoire du temps, de l'époque d'il y a 2000 ans où j'avais eu une vie en tant qu'essénienne et en tant que thérapeute essénienne. Donc j'ai pu voir à ce moment-là et retrouver ce que je faisais, ce que je posais comme geste, les enseignements que je recevais, enfin tout ce qui me m'était enseigné donc à l'époque au niveau de ces soins. Et ça a été le premier déclic pour moi de ces retrouvailles avec cette thérapie. Et à ce moment-là, j'ai commencé à avoir envie évidemment de pouvoir la mettre disons, à disposition de façon beaucoup plus concrète. Et commencer déjà moi-même à réapprendre à la pratiquer et ensuite pouvoir à nouveau l'enseigner, la proposer à d'autres, bien entendu. De façon... Parce que ce soin-là, enfin ces thérapies-là, ne demandent absolument rien d'autre que ce qui se passe en nous. C'est-à-dire ce sont des thérapies qui utilisent le son, qui utilisent la lumière qui passe à travers nous, et où il y a des gestes quand même qui sont extrêmement précis. Ce n'est pas parce que c'est sur les plans subtils que les gestes peuvent être faits n'importe comment. Donc il y a des gestes extrêmement subtils, enfin extrêmement précis,
Et en même temps, on peut parler d'actes presque chirurgicaux sur les plans subtils. Donc c'est tout un enseignement en fait, mais qui vient disons que de sources très lointaines. Et en même temps, je dis qu'ils sont futuristes parce qu'ils tiennent compte de la globalité de l'être. Alors bien sûr, on n'est pas les seuls en soins esséniens à tenir compte de cette globalité. Il y a bien d'autres thérapies et d'autres médecines qui en tiennent compte, mais disons que c'est une des médecines qui en fait partie. Merci Yann. Donc Antoine, ces soins sont considérés comme des soins énergétiques. En tant que médecin, est-ce que tu peux nous préciser en quoi ils diffèrent de la médecine allopathique? Eh bien, la différence est énorme, mais ça rejoint toujours le travail de thérapeute médecin dans l'aide aux patients, dans l'aide aux malades, d'arriver à une guérison. Mais c'est une approche bien différente parce que le médecin s'occupe du physique, s'occupe des anomalies physiques qui arrivent et qu'il constate suite à une prise de sang, une radio, un scanner. Le médecin va chercher où sont les anomalies qui causent des symptômes et la maladie. Et quand il trouve la raison, si c'est une substance, un produit chimique, une hormone qui est en plus ou en moins dans le corps, il va essayer de la corriger en freinant le plus et en rajoutant quand il y a un moins. Donc la médecine physique corrige des anomalies et quand il y a des anomalies physiques qu'elle peut corriger par la chirurgie, elle le fait aussi. Là, la médecine énergétique et les soins esséniens vont s'occuper d'une partie du corps, mais c'est une partie, comme a cité tout à l'heure Anne, subtile. C'est-à-dire, c'est cette partie que nous pouvons ressentir, que parfois nous pouvons voir aussi, mais qui fait un tout avec le corps physique pour faire un entier, un homme, un humain entier. Et donc les deux médecines vont collaborer, la médecine physique et la médecine énergétique essénienne vont collaborer, vont faire un travail complet pour amener la guérison. Et quand on parle de médecine énergétique, c'est par rapport à la partie qui s'occupe de cette énergie divine, de cette énergie universelle qui est absorbée par nos corps subtils et qui vont amener cette énergie vers les organes à travers des centres énergétiques. Les centres énergétiques ont été nommés déjà par les hindous, ils parlent de chakras, c'est comme une roue qui tourne, et il y a aussi des circuits où passent cette énergie, ce sont aussi les nadis. C'est un terme aussi hindou, très ancien, sanskrit, et c'est la preuve que la médecine essénienne, les soins esséniens ont aussi une origine Orient, Tibet, l'Inde, et ne sont pas seulement le produit d'un groupement essénien il y a 2000 ans, comme tu as dit Anne. Donc c'est vraiment universel sur la Terre et aussi au niveau des étoiles. C'est une médecine qui va donc s'occuper de la partie énergétique pour amener la circulation de l'énergie dans des circuits qui sont bloqués par nos pensées, nos croyances, nos émotions. Et c'est ça que j'ai trouvé formidable parce que ça va aborder un côté qui n'est pas touché, qui n'est pas compris ou abordé par la médecine occidentale ou la médecine classique qui s'occupe uniquement du physique. Donc j'ai un tout
avec la médecine physique et la médecine subtile pour m'occuper d'aider, d'amener une aide à la personne qui est souffrante pour qu'elle puisse utiliser les outils elle-même et travailler pour sa guérison. Alors, Antoine a parlé de chakra, de nadis, et d'un vocabulaire effectivement qui est utilisé beaucoup en Inde, par exemple, et essentiellement. Parce qu'à l'époque, il faut savoir qu'à l'époque essénienne, il y avait déjà beaucoup d'échanges entre l'Inde, entre le Moyen-Orient. Il y avait, bon, évidemment, des échanges à la fois au niveau commercial, mais au niveau spirituel aussi, au niveau des thérapies aussi, ce qui veut dire qu'il y avait des échanges, des connaissances et des vocabulaires qui étaient employés. Et le vocabulaire, il s'est avéré que le vocabulaire en Inde était quand même très précis pour décrire ce qu'on pouvait considérer comme des centres énergétiques ou des circulations d'énergie. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on emploie aussi ce vocabulaire dans nos soins. Voilà, c'était une précision juste que je voulais apporter. Tu as commencé à parler un peu, Anne, des différents outils que les thérapeutes esséniens utilisaient. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les outils et les pratiques? Alors, par exemple, on utilise beaucoup le son. Alors, on va me dire, bon, en médecine chinoise aussi, on utilise le son, parce qu'on va dire, bon, tel organe a tel son. Mais c'est toujours différent, même s'il y a effectivement des choses qui ressemblent. Par exemple, on utilise des points qui pourraient ressembler à des points d'acupuncture. On fait un massage sur certains points qui pourraient paraître des points d'acupuncture. Mais certains en sont, certains n'en sont pas, parce que c'est vraiment une médecine spécifique. Ça ne veut pas dire qu'elle soit meilleure ou moins bonne que les autres, mais elle a ses propres circuits. Donc il y a des points qui ressemblent, et puis il y a aussi donc, ces circuits énergétiques. Et quand je parlais du son, c'est parce qu'en fait les Esséniens savaient, et à nouveau on sait, que chaque organe correspond à un son particulier qui correspond au corps dans lequel il est. Et que tous les organes ensemble vont créer une mélodie, ou vont créer une harmonique. Et lorsque un des organes a un problème, eh ben, il va se passer ce qui se passe pour n'importe quel instrument de musique, c'est que tout d'un coup, il va y avoir une disharmonie, il va y avoir une fausse note. Et notre travail en tant que thérapeute essénien, c'est d'une part d'éveiller tous nos sens subtils, c'est-à-dire pas simplement la palpation, où on va commencer à sentir les zones de disharmonie, mais également la vision. Lorsqu'on fait par exemple la lecture de l'aura, c'est-à-dire cette espèce de façon de visualiser une personne un peu comme on ferait une radiographie, et puis aussi l'écoute subtile, et c'est là où le son intervient, c'est-à-dire qu'on développe l'écoute subtile pour arriver à détecter ce qui peut à un moment donné le son de l'organe qui est en disharmonie. Et là on sait qu'effectivement on va faire comme pour un instrument de musique. On va commencer à réaccorder peu à peu cet organe pour qu'à nouveau il reprenne sa place dans la musique du corps de la personne. Donc c'est pour ça qu'effectivement les moyens employés ne sont pas toujours faciles à décrire parce que ça demande beaucoup d'introspection, ça demande beaucoup de méditation pour arriver à capter ou à faire en sorte qu'on puisse être à l'écoute de nos sens intérieurs et non plus seulement de nos sens extérieurs. Et ensuite, on utilise aussi, enfin on utilise, non, on travaille avec tout ce qui, enfin comme n'importe quel thérapeute et n'importe quelle personne qui soigne, en fait, avec la lumière qui passe à travers nous et qu'on va transmettre au niveau des mains. Mais on ne soigne pas qu'avec les mains, je veux dire, en fait, on devrait être, en fait, chacune de nos cellules devrait être capable, en fait, de soigner. C'est l'objectif, ça ne veut pas dire qu'on y arrive tous et qu'on y arrive même nous, hein. Mais donc c'est l'objectif. Est-ce que tu vois tout de suite les dysfonctionnements sur un corps humain? Comment est-ce que vous pratiquez le diagnostic? Alors les dysfonctionnements, on peut les voir à la fois, ce que je disais tout à l'heure, au niveau du regard. Quand on fait la lecture de l'aura, on peut regarder et voir des zones d'ombre, des zones de lumière, des zones qui sont plus sombres ou des couleurs qui sont plus claires ou plus sales. Et qui vont nous donner, donc, on a un code évidemment qui va nous permettre de voir, de faire cette espèce de diagnostic entre guillemets, parce que je ne veux pas parler de diagnostic. Mais disons qu'on ne donne pas de nom de maladie, parce que je veux dire, on n'a rien à voir avec la médecine, avec les thérapies officielles, enfin je veux dire, avec la médecine en fait. On ne s'occupe pas du corps physique,
même si on sait que toute maladie du corps physique démarre d'abord sur les corps subtils. Mais nous, notre travail, c'est de travailler sur les corps subtils. Donc on va d'abord regarder, ensuite on peut entendre, ensuite on peut palper. Ce sont les 3 moyens qui sont à notre portée au niveau du diagnostic. Et puis aussi l'écoute et les questions peut-être. Pour les Esséniens, disons que la maladie se place d'abord toujours sur les corps les plus subtils pour descendre tranquillement ou rapidement jusqu'au corps physique. Et quand ça arrive jusqu'au corps physique, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de sonnettes d'alarme, de signaux qui auraient pu effectivement éveiller notre attention et qui souvent on attend, l'être humain est fait de cette façon-là qu'il attend souvent que ça arrive jusqu'au corps physique pour tout d'un coup se dire mais pourquoi est-ce que j'en suis là ou pourquoi, quel est le dysfonctionnement qui a fait que j'en arrive là. Et à ce moment-là, donc effectivement les soins esséniens normalement devraient être faits pour qu'on n'en arrive jamais à la maladie physique, qu'elle n'arrive jamais sur le corps physique. Donc ça devrait être en fait même une technique, une méthode, parce que je parle de technique mais c'est un peu péjoratif de ce côté-là, mais non, une méthode préventive qui devrait permettre d'arrêter effectivement le mal-être ou le dysfonctionnement avant qu'il n'arrive sur le corps physique. Et là, ça serait l'idéal de ce qu'on peut faire. Est-ce que vous utilisez parfois quelques substances matérielles également? Alors, dans nos soins, nous utilisons le son, bien sûr, et aussi de l'eau que nous pouvons faire boire à la personne, de l'eau toute pure, et des huiles que nous mettons quelques gouttes sur les centres énergétiques et le long des circulations de l'énergie quand nous allons travailler avec la lumière pour mettre la lumière dans les circuits d'énergie qui sont les nadis pour que la circulation se fasse normalement. Donc ce sont les seules choses, mais avec des dilutions des huiles essentielles dans de l'huile de base, et c'est des doses très minimes. Et le son pour moi est un élément extrêmement puissant, parce que bon, vous savez que le son par exemple peut briser un cristal, mais de la même façon qu'il peut détruire, un son peut reconstruire, peut redynamiser, peut complètement régénérer un être. Donc c'est un élément, lorsqu'il est utilisé en conscience et d'une façon précise, qui peut être un élément de guérison extrêmement puissant aussi. Donc très concret, même si ça n'est pas un médicament. Mais attention, il n'y a pas de prescription médicamenteuse. Les seuls conseils que nous donnons à la personne, c'est l'acceptation de ce qui arrive, des prières ou des sortes d'intériorisation sous forme de méditation. Voilà. Ce sont les seules prescriptions suite à une consultation ou un soin que nous donnons à la personne. Vous avez parlé de soins par la lumière. Est-ce que vous utilisez des lampes électriques? Est-ce que ces soins s'apparentent à de la luminothérapie? Alors non, on va être un peu plus explicite effectivement, parce que la lumière, bon, ça peut être un terme extrêmement vague. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la lumière? Quelle lumière? En ce qui concerne les soins esséniens, c'est vraiment prendre cette énergie qu'il y a partout et qu'on va condenser et pour lesquels on va servir de canal qui va nous permettre de, par la suite, la renvoyer, disons, sur les endroits qui en manquent. Parce qu'en soins esséniens, les Esséniens considéraient que, en fait, la maladie était toujours due à une absence de lumière, à une absence de ce qu'on appelle le prana, enfin cette énergie qui circule partout. Et quand un organe était malade, ou quand une partie du corps était malade, c'était parce qu'il y avait un manque de lumière, un manque de cette énergie, donc un vide. Ce qui fait qu'en soins esséniens, on n'enlève pas quelque chose, on ne va pas jeter quelque chose, on n'enlève pas une maladie, mais au contraire, on va remplir de cette lumière qu'on peut appeler divine pour certains, qu'on peut appeler cosmique pour d'autres, ou peu importe, en fait, c'est pas, l'appellation n'a que peu d'intérêt. Disons, c'est cette énergie qui va permettre après de reconstruire ou disons, de redynamiser les zones qui sont sombres dans les corps subtils. Et donc forcément par répercussion dans les corps physiques. Quand on vous dit corps subtil, corps physique,
Par exemple, quand on voit une mauvaise circulation dans les grands circuits énergétiques sur le plan subtil, eh bien on sait que fatalement, si ces circuits-là ne sont pas remis en état dans un laps de temps suffisamment rapide, ou dans un laps de temps suffisamment court, petit à petit, ça va aller jusqu'au corps physique, si ça n'est pas déjà fait, et donner des problèmes de circulation dans le physique. Donc les deux sont très liés, même s'il y a toujours un temps entre les deux. Et cette lumière, elle va servir à faire recirculer l'énergie et à re-remplir les endroits qui sont en vide, surtout. Vous avez parlé de 12 ans de formation pour les thérapeutes esséniens il y a 2000 ans. Et donc aujourd'hui, est-ce que c'est aussi long? Non, heureusement que ce n'est pas aussi long. Les médecins, c'est vrai que les médecins sont formés à la base pour 7 ans. Mais après, il y a des années de spécialité aussi. Hein, il y a pas mal de médecins qui font 12 années de formation. Mais pour les thérapeutes esséniens, la formation de base, c'est 40 jours. Ça me fait penser que Jésus a passé 40 jours dans le désert, à jeûner, à se préparer. Les étudiants qui font leur formation avec nous doivent passer aussi 40 jours. Ce n'est pas dans le désert essénien, mais c'est 40 jours de travail sur soi et d'initiation à des approches, des techniques et des gestes qu'ils vont pratiquer pour aider la personne elle-même, le malade, à son auto-guérison. C'est-à-dire que c'est le point très important qui diffère et qui change par rapport à la médecine officielle. Dans la médecine officielle, le patient vient demander qu'on lui enlève la maladie. Et donc tout le pouvoir est donné aux thérapeutes, aux médecins, pour amener les outils et les approches et les gestes qui vont enlever la maladie, qui vont stopper la maladie. Dans l'approche des soins esséniens, les soins esséniens vont amener des outils qui vont aider la personne dans son réveil et dans son auto-guérison. Hein, c'est la personne elle-même qui va se prendre en charge pour traverser cette étape difficile qu'est la maladie et la souffrance, et pour aussi traverser comme un courant d'eau vers la rive de la guérison. En fait, elle reprend son pouvoir, quoi. Oui. Elle est consciente de sa propre force et elle collabore avec le thérapeute. Et c'est à ces personnes-là qu'on s'adresse. Évidemment, on ne peut pas s'adresser dans ce type de soins, enfin, au type de thérapie, à des personnes qui vont chercher une pastille ou qui vont venir chercher un médicament qui va faire le travail à leur place. Donc c'est vraiment à une frange de population qui a vraiment l'intention de contribuer à sa propre guérison, en sachant que tout, en définitive, est auto-guérison. Et ce que je voulais dire pour les soins esséniens, c'est qu'on dit toujours aux personnes qui veulent faire ces thérapies-là ou qui veulent suivre nos formations, qu'il faut qu'elles sentent bien que pour elles, ce ne soit pas quelque chose de contraignant, parce que ça demande toujours du temps, ça demande de la persévérance, surtout, ça demande beaucoup de patience. Sinon, on a du découragement, l'impression de ne pas voir, l'impression, surtout quand on est dans des mondes où on est obligé de faire appel à des sens inhabituels dans notre monde physique. Donc c'est quelquefois décourageant. Donc ça demande beaucoup de persévérance et beaucoup de régularité dans la pratique. Et il faut que ce soit comme un jeu. Et je compare souvent ça à, par exemple, aux musiciens. Le thérapeute essénien est comme un musicien, c'est-à-dire qu'au début, il va commencer à apprendre les gammes avec sa tête, avec son mental, et puis il va apprendre. Et puis ensuite, il va devenir l'instrument de musique. Et l'idéal, l'objectif, c'est qu'il devienne la musique elle-même. Et à ce moment-là, ça deviendra un grand musicien. Et à ce moment-là aussi, en thérapie, ça deviendra un thérapeute du niveau idéal. Donc vous avez parlé à un moment de notre entretien d'auto-guérison. Est-ce que vous pensez est-ce que vous pourriez approfondir cette notion d'auto-guérison? Est-ce que vous pensez que les soins esséniens sont appropriés en cas de maladie grave, par exemple? Alors, l'auto-guérison, ça implique la notion
d'implication personnelle. Et sans cette implication personnelle sur ce chemin de l'amélioration et de la guérison, le thérapeute est très démuni pour amener cette guérison. Cela veut dire que le patient est toujours le maître de ce qui lui arrive. Le malade est maître dans sa vie. Si la maladie est arrivée, c'est que le patient lui-même y a contribué par sa façon de vivre, par sa compréhension et les émotions qu'il a vécues. Et le contraire, s'il guérit, c'est que la personne elle-même a contribué, bien sûr, complètement à sa guérison. Nous amenons la maladie par nos émotions et nos pensées, et nous pouvons aussi amener la guérison, le contraire de la maladie, la guérison et le bien-être, par aussi un changement dans notre façon de voir le monde. Mais il faut savoir que les soins esséniens ne sont pas à prescrire en cas de maladie urgente, vitale, comme les urgences cardiaques, comme une urgence chirurgicale, des chocs, où il faut à tout prix confier le patient, et nous le confions à la médecine classique, à la médecine officielle, qui va prendre en charge le rétablissement des fonctions vitales, cardiaques, pulmonaires. En cas d'urgence vitale, c'est direction l'hôpital, les urgences. Alors, en pratique, comment s'y prend-on pour entrer en formation de soins esséniens? Est-ce que la formation est ouverte à tout le monde ou est-ce qu'il faut des qualités requises avant de commencer? Alors souvent, ce qu'on demande, ou la plupart du temps en tout cas, c'est de participer à ce qu'on appelle un prérequis qui dure 5 jours. Et pendant ces 5 jours, on fait un travail sur soi, évidemment, qui va permettre aux personnes qui ont envie de faire cette formation de découvrir leurs faiblesses, leurs points forts, de façon à mieux se connaître et aussi de voir si elles ont envie de continuer cette formation et à nous aussi de voir si ces personnes sont aptes ou si au contraire il vaut mieux qu'elles attendent encore de guérir certaines histoires qui sont en elles, que ce soit une histoire physique. Une personne peut très bien avoir une maladie comme un cancer ou une maladie grave et avoir besoin de s'occuper d'elle avant de pouvoir s'occuper des autres. D'autres personnes qui ont envie de donner aux autres ont aussi besoin de guérir en elles certaines blessures qui sont plus profondes et qu'elles ont besoin de regarder, elles ont besoin de prendre du temps pour ça. Et c'est pour ça, ces 5 jours, ça nous permet aussi de voir tout ça. Donc de voir si ces personnes vont pouvoir continuer et si elles aussi, elles ont envie de continuer l'histoire et l'aventure avec nous. Alors vous proposez également d'autres formations, j'ai vu comme Forme Pensée ou Naissance et Mort. Est-ce que ce sont des formations qui font partie du cursus de soins esséniens ou est-ce qu'elles sont indépendantes? Quand j'ai parlé de 40 jours de formation pour les thérapeutes, c'est-à-dire que ce sont 40 jours qui incluent une partie de thérapie proprement dite et une partie qui sont 3 formations. C'est un travail sur soi, comme la rencontre avec soi, comme le travail sur sa naissance, sur les moments de passage, comme la mort, et le travail sur nos croyances et nos formes de pensée. Ce sont des stages qui sont ouverts à tous, thérapeutes ou non. Tout le monde peut s'inscrire à ces stages de travail sur soi. Et donc, ces stages de travail sur soi font partie de la formation complète inclus dans les 40 jours. Anne et Antoine, merci pour toutes ces informations. Merci. Maintenant, pour des précisions complémentaires et plus de détails, vous pourrez aller consulter le site internet soi.fr.